Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario, bon début de semaine. Oui, bonjour. Tu veux commencer par des observations sur les Oscars? T'as regardé la cérémonie? J'aime ton calme. Oui, bonjour Stéphane, bon début de semaine, on se calme. On n'est que lundi. On sait que c'est un crescendo. Le vendredi, ça peut finir au bureau aval avec quelque chose qu'on n'imaginait pas en début de semaine. Oui, tellement de choses. Et j'aurais pu faire une chronique sur les Oscars que je n'ai pas regardé en direct compte tenu de l'heure à laquelle c'était diffusé en France. C'est la question que je me posais, sincèrement. Non, j'ai regardé le best-of et j'ai surtout aussi regardé la cérémonie des Césars vendredi parce qu'Emilia Pérez était bien nommée aux deux cérémonies avec un beaucoup meilleur score à Paris qu'à Hollywood. Et d'ailleurs, on peut le saluer parce que je pense que la campagne pour disqualifier le film en raison des messages qui ont été publiés sur les réseaux sociaux par la principale actrice, l'actrice trans Carla Sofia Gascon, a moins pesé lourd à Paris qu'à Los Angeles, j'en suis convaincu. Est-ce qu'on juge le film ou on juge la politique derrière? C'est ça, m'a donné la question, hein? C'est évidemment la question, puis la réponse a été donnée par Hollywood et j'étais rassuré, heureux de voir qu'à Paris, peut-être qu'il y a aussi un peu de chauvinisme parce que ça reste que c'est M. Audiard qui en est le maître d'œuvre, scénariste, réalisateur, grand personnage s'il en est un, même si au moment où il a senti le vent tourner sur la campagne qu'il menait à Hollywood, il s'est très rapidement désolidarisé de son actrice en disant que c'était évidemment très, très vilain ce qu'elle avait écrit en d'autres temps, mais je pense que fondamentalement, on est en face d'un très grand film et que c'est ce qu'on devrait juger et non pas l'actrice dans ce cas-ci. Mais tu comprends que c'est une tempête dans le monde woke, là, parce que cette actrice-là était bonne parce qu'elle était trans. Non, mais je caricature, là, mais tu sais, elle était portée au nu parce qu'elle était trans, puis là, finalement, ben là, elle est plus bonne par cause de ce qu'elle a dit, mais c'est comme dans le monde woke, là, c'est comme... Et surprise, parce que tu es trans, tu pourrais pas aussi avoir quelques petits débordements xénophobes, parce qu'après tout, ça devrait dire ce que tu es en tout, ça devrait t'essentialiser, Exactement. tu devrais être du bon bord de l'histoire. Elle ne l'est pas, ça reste que c'est une performance extraordinaire. Je suis allé voir le film comme probablement beaucoup de monde avec des préjugés, non pas à cause d'elle, sur l'histoire, le mélange des genres, comédie musicale, et j'ai été soufflé. C'est un très grand film, donc je salue Michel Audiard et je salue aussi la distribution, mais ce que je constate surtout avec Anora, qui a été sacré hier soir, c'est, je sais pas si tu as vu le film, mais pour moi, une espèce de voyage au bout de l'ennui. Non pas que c'est un mauvais film, mais c'est certainement pas un grand film, puis je dis voyage au bout de l'ennui, pas juste pour faire un jeu de mots sympathique avec Céline et son voyage au bout de la nuit, parce que l'essentiel du film, c'est qu'on part à la recherche de ce jeune blasé, fils d'oligarque russe, dans la nuit de Brooklyn. Et c'est, quant à moi, assez complaisant, longuet, mal ficelé. C'est un film correct. Est-ce que ça devrait être... Je pense que t'es pas d'accord avec la distribution des Oscars. Mais non, je ne suis pas. D'autant qu'une fois encore, et c'était vrai aussi à Paris, il y a une déconnexion totale, mais c'est pas nouveau, entre ce que le public aime et pense et ce que l'on va récompenser. Je pense que depuis The Hurt Locker, c'est, dans le cas d'Anora, le film qui a fait le moins bon score au box-office, qui est par ailleurs récompensé à Hollywood. Ouais, mais il n'y a rien coûté à produire. Place, L'argument, c'est qu'il n'y a rien coûté à produire. C'est un petit film indépendant, 7 millions de coûts de... C'est ça. 6 millions, puis ils ont fait un box-office de 14 ou 15, j'en sais trop. Rien. Mais ça ne le disqualifie pas, hein, des films indépendants qui auraient des succès, je suis d'accord. Et je me suis pas totalement ennuyé. Mais est-ce que c'est le film de l'année? Puis Le Brutaliste, c'est exactement la même chose. C'est un film avec un tout petit score au box-office, mais qui est porté au nu. Et c'est un film assez étroit. Alors, on peut dire que c'est évidemment une réflexion sur l'histoire, mais ça reste que c'est un film sur la quête de vérité esthétique d'un personnage bien incarné, 3 heures et quelques, à mon avis. Alors, est-ce qu'on se soucie de mon opinion? J'en doute. Mais moi, un film comme Le Brutaliste, quand à côté de ça... Tu sais que moi, j'ai de la misère à regarder des films. Moi, Le Brutaliste, pendant ça, là, je fais une sauce... Toi, tu mets ça chez nous, pendant le film, je fais une sauce de spaghetti, je fais des biscuits, je dors... Non, j'en suis pas là. Je suis allé le voir, puis j'ai apprécié. Mais est-ce que j'ai envie de le porter au nu? Quand à côté de ça, et il a remporté le score du meilleur film étranger, mais je suis toujours là
sur un chapitre évidemment beaucoup moins médiatisé de l'histoire du monde, les disparitions à la faveur du coup de force des militaires au Brésil, une histoire extraordinaire, terriblement émouvante, incarnée par un casting formidable, les enfants du couple dont il est question, qui sont tous aussi bons les uns que les autres, avec une direction photo fabuleuse, un traitement de la couleur en Kodachrome. Et il s'appelle comment celui-là? Je suis toujours là. Et ça a remporté le score du meilleur film étranger. Et au Golden Globe, l'actrice qui incarne le rôle principal féminin avait remporté le prix. Elle était en nomination hier soir. Perso, c'est celle qui, je pense, domine, mais de deux têtes, tout le monde dans cette catégorie. J'avais envie de commencer en parlant d'autre chose que de quoi? On t'entend bien. Ben là, tu vas nous enseigner un nouveau mot. Parce que dans tes sujets, tu parles de ce qui s'est passé à la Maison-Blanche vendredi entre Zelensky, Trump et le vice-président Vance, comme une algarade. Quel joli mot. Oui, une espèce de dispute, entre, dit-on, les intimidateurs, les bullies qui ont été Trump et Vance à l'endroit de M. Zelensky. Dit-on, donc on va dire ça y est, Stéphane est d'une autre opinion. Ouais. Je te lance la question, prévu ou accidentel? Parce que toute la fin de semaine, j'ai vu les deux. Là, est-ce que c'est une discussion qui a tourné au vinaigre? Accidentel. Toi, c'est accidentel. Là, tu penses pas que c'est un guet-apens prévu, là? Non, absolument pas. Absolument pas. J'en suis convaincu. Évidemment, je peux me tromper. J'en suis absolument convaincu, ne serait-ce que parce que l'orgueil présidentiel était en jeu. Je ne parle pas de ce qui s'est passé pendant la conversation, mais il voulait signer son deal sur les minéraux. Il veut être le peacemaker et ça aurait été le premier jalon vers un cessez-le-feu, possiblement vers une entente de paix. Je ne crois pas que M. Trump, pour l'effet, avait envie de saboter ce qui était son principal projet au profit de l'envie de dire on se tient debout, on est capable de se faire respecter au bureau ovale. Je suis donc convaincu que ce n'était pas une embuscade. Je pense qu'on a surdramatisé l'épisode parce que les choses vont continuer à avancer. Comment? On le verra parce qu'il y aura des variables, y compris est-ce que M. Zelensky sera toujours à la manœuvre lorsque viendra le temps de signer cette entente. Puis je reviendrai là-dessus parce que ça importe. C'est pas une préoccupation nouvelle qui serait celle de l'administration Trump et qui d'ailleurs a très mal joué ses cartes si elle veut se débarrasser de Zelensky, ce qu'on a cru comprendre dans les propos hier du conseiller de la Sécurité nationale, M. Waltz, très mal pris parce qu'aujourd'hui, on a créé un élan de solidarité autour de Zelensky qui était certainement moins prégnant, moins vrai jeudi dernier. Quant à moi, ça fait quand même une bonne différence. Dans le cas présent, ce qui s'est passé est loin d'être banal. Ça se passe sans doute derrière des portes closes. Je pense qu'il y a eu des conversations assez musclées entre M. Zelensky et l'équipe de Biden, dont on n'a jamais entendu parler. Quelque chose comme ça, non. Mais quand on nous dit, et là, c'est vraiment de l'entendement de la com, puis comment on est capable collectivement de partir. Cette idée que Zelensky aurait été intimidé par Vance et Trump. Alors, c'était inélégant, c'était pas chouette, et effectivement, il y avait quelque chose qui ressemblait à une humiliation. Mais il livre la guerre à la Russie depuis 3 ans. Il est sur le front. Il a fait le choix, disons-le, assez courageux, de ne pas être exfiltré dans les jours qui ont suivi l'invasion. Et on pourrait croire que parce que Trump et Vance ont haussé le ton, il aurait été intimidé. Ça colle à rien. Et si c'est le cas, bien évidemment, il s'est beaucoup fatigué depuis 3 ans parce que je crois qu'il a tenu le coup sur des affaires qui étaient beaucoup plus conséquentes, ne serait-ce que pour sa vie. Est-ce que ça peut être humiliant? Peut-être, mais au total, il sort grandi de l'exercice. Et comme je le disais, ça serait un autre paradoxe parce que apparemment, on aimerait le déplacer. On aimerait qu'il y ait un autre interlocuteur qui prenne les rênes en Ukraine. Ça a été manifesté par M. Trump entre les lignes depuis un certain temps. Alors, on dit, ça y est, c'est la rhétorique, les éléments de langage des Russes, parce que Vladimir Poutine, depuis quelques semaines, dit on ne peut pas dealer avec Zelensky puisqu'il n'est pas légitime, il n'a pas été élu récemment. Son mandat se terminait en mai de l'année dernière. On le sait, c'est de la bouillie pour les chats, puisqu'il n'y a pas à avoir d'élection. Il y a la loi martiale qui, en ce moment, fait en sorte que les élections ne sont pas nécessaires. Guerre, mais cette idée d'une volonté de se débarrasser de M. Zelensky, ça sourde à Washington depuis
longtemps déjà. J'ai écrit un papier il y a 2 ans précisément là-dessus, sur des fuites qui se faisaient dans la presse américaine. Puis on sait en général, quand on fuit, c'est pas pour une autre raison que de faire circuler l'information sous couvert de l'anonymat. Et quand Tom Friedman, qui est un des haut-parleurs puissants des administrations en place, chroniqueur au New York Times, très lu, laisse entendre en 2 paragraphes qu'il y a de l'impatience qui se développe autour de la figure de M. Zelensky, c'est jamais par hasard. C'est parce qu'il y a du monde qui sont impatients et qui ont sorti le petit couteau. Ça, c'était il y a 2 ans, bien avant M. Trump. Trump, évidemment, c'est un vieux passif entre les deux. Ils ne s'aiment pas. On était en face d'un genre d'effort de thérapie de couple devant public. Puis pendant les 33 premières minutes, ils sont crispés, mais ils essaient de dire « ça va tenir le coup ». On va faire comme si on s'aimait, on va rabibocher, j'en perds mon latin, on va rabibocher le couple, ne serait-ce que pour le bien des enfants, c'est-à-dire le peuple ukrainien. Puis au bout de 32 minutes, ils sont plus capables, ils pètent aux frettes. Et là, surtout quand M. Zelensky dit vous allez sentir un jour la pression. Pour l'instant, il y a un océan qui vous sépare du front, mais vous sentez. Et là, Trump lui dit tu me dis pas ce que je vais sentir. Et là, ils ne sont plus capables, ni l'un ni l'autre, de se retenir. Ça tourne au vinaigre, puis ça fait, comme le disait M. Trump, un très bon show. Réparable, pas réparable? Est-ce imaginable de revoir Zelensky à la Maison-Blanche? Moi, je le vois pas comment, mais... À la Maison-Blanche, peut-être pas. J'en sais rien. Le président, dans ses communications vendredi, disait « La porte est encore ouverte quand il voudra faire la paix ». Alors, on verra dans quelles conditions il va être convaincu que Zelensky veut faire la paix. Mais tu as le patron de l'OTAN, M. Rutte, qui a dit « Il faut absolument, justement, qu'on réconcilie les deux. » Hier, le premier ministre anglais, quand il a réuni à Lancaster House l'Europe, le Canada, mais pas les États-Unis, pour parler d'une paix durable en Ukraine, a dit « J'ai parlé avec le président américain avant et apparemment, il est disposé à ce que le processus aille de l'avant. » Je pense que c'est tout à fait possible. La vraie variable maintenant, c'est l'appétit qu'ont les Europes pour faire en sorte que cette paix musclée, ont-ils dit, puis je pense qu'ils ont raison, il ne faut pas juste négocier la paix, il faut faire en sorte que les Russes n'aient pas envie dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans de retourner aux opérations. Cette prochaine étape, elle est sur le rail. On verra si les Européens vont être capables de la livrer. C'est la patronne de la Commission européenne qui disait qu'il faut transformer l'Ukraine en un hérisson de fer ou d'acier que ne pourra jamais gober la Russie. Mais je rappelle qu'il y a quelque temps, c'était elle, la ministre allemande de la Défense, qui n'a pas fait les choix pour que l'Ukraine soit le dit hérisson de fer. Tu te dis, qu'est-ce que tu n'as pas fait l'autre fois que tu es prête à faire aujourd'hui? À suivre. Peut-être qu'on se fait sur les Américains à l'époque, l'Europe est laissée à elle-même. Merci, Stéphane.